Le temps de chargement d'une application web est un aspect primordial, et la philosophie de React n'a cessé d'évoluer pour l'améliorer. La dernière avancée majeure sur le sujet, ce sont les React Server Components. Et contrairement aux autres vidéos qui t'expliquent le comment via des tutos, ici je vais te parler du pourquoi. Alors à la fin de cette vidéo, tu sauras quel problème on avait, comment les React Server Components y répondent, par où est-ce qu'on est passé, et pourquoi, selon moi, l'écosystème React va dans la bonne direction. Tu me diras ce que t'en penses, en attendant, commençons sans plus tarder. Ok, donc voici les étapes par lesquelles passe React par défaut dans ce qui s'appelle un client-side rendering. Tout commence avec une première requête du navigateur vers le serveur pour aller récupérer le HTML. Mais ce fichier HTML est presque vide. Il n'y a que deux balises qui vont réellement nous intéresser ici. On a une balise div vide avec un ID et une balise script pointant vers un fichier JavaScript. C'est dans ce fichier qu'est contenue notre application. Puis, logiquement, une seconde requête va partir vers le serveur pour aller récupérer ce fichier JavaScript et à partir de celui-ci recréer l'application à l'écran. J'ai appelé cette partie squelette, en anglais c'est shell, je suppose j'aurais pu le traduire coquille aussi, parce que oui c'est pas toute notre application qui est disponible ici, on va le voir juste après. Maintenant imaginons que notre site ait pour but d'afficher les derniers films en date au cinéma. Bon, ces informations, ce contenu n'est pas présent directement dans l'application, on va devoir aller les chercher. Donc voici comment ça se présenterait. En principe, ici on afficherait à l'utilisateur un loader ou quelque chose pour faire patienter l'utilisateur, pendant que de notre côté, on ferait un fetch quelque part dans notre application pour aller chercher ces données. Admettons ici notre propre serveur qui irait questionner une base de données et nous renvoyer le contenu. Puis vient la phase finale, le rendering du contenu, à savoir la reconstitution des éléments du DOM en fonction des informations reçues. À partir de là, l'utilisateur a accès à toutes les informations et on peut considérer que le chargement du site est terminé. Maintenant, il y a trois métriques importantes pour mesurer les temps de chargement. En premier, on peut parler du FCP, pour First Contentful Paint. C'est le moment où les premiers éléments sont affichés sur la page. Chez nous, ça arrive ici, juste après le rendering du squelette. Il y a aussi le TTI, pour Time to Interactive. C'est le moment où la page devient interactive. Les listeners sont prêts, les on-click capturent les événements de clic et tout ce qui est lié au JavaScript. Et finalement le LCP pour Largest Contentful Paint, qui est le moment où les derniers éléments sont affichés sur la page. Ceci est donc le fonctionnement par défaut de React, et en soi il fonctionne assez bien. Mais quand on regarde ce graphe, on se rend compte que nos drapeaux arrivent relativement tard dans le processus. En particulier le FCP, ce qui signifie que l'utilisateur est face à une page blanche pendant très longtemps. Et ça, c'est vraiment pas top pour l'expérience utilisateur. Mais ça me permet d'introduire la prochaine méthode de rendering qui vise à optimiser exactement ce point. Je veux bien sûr parler du server-side rendering. Pour le même scénario, on a évidemment la requête initiale pour aller chercher le HTML, sauf que de son côté, le serveur va render ou reconstituer le squelette du site pour l'inclure dans la réponse. Ceci permet au navigateur de pouvoir afficher nos premiers éléments bien plus tôt dans le processus, en l'occurrence ici, nos loaders. Et je le précise, mais les éléments de notre page sont totalement statiques. Nous n'avons pas encore accès au JavaScript, qui lui va être l'objet de notre prochaine requête au serveur. Et à la réception de ce JavaScript, on a une nouvelle étape appelée l'hydration. Alors l'hydration, pour faire simple, ça serait le moment où l'application va reparcourir chacun de tes composants React pour leur appliquer l'interactivité dont ils ont besoin. Donc tout ce qui est on-click, les on-mouseover, tout ça, ça se fait à ce moment-là et composant par composant. Tu l'auras deviné, le TTI apparaît maintenant et pour le reste, c'est inchangé. Bon, en soi, c'est déjà bien. Rien que de voir un loader tourner, je te jure, psychologiquement, le temps passe plus vite. Ceci étant dit, si l'utilisateur vient sur notre site, c'est probablement pour le contenu. Et quand on regarde ce graphe, on se dit que la query du contenu dans la base de données arrive quand même vachement tard. Est-ce qu'il ne serait pas plutôt possible de la faire dans la première requête et de l'inclure dans la réponse initiale? Ou plus exactement de faire ça? Avoir accès à l'intégralité du contenu de la page et ensuite s'occuper de l'interactivité, ça me paraît être une option intéressante. Mais en pratique, pour avoir ça, cela implique que l'on puisse écrire du code qui ne sera exécuté que sur le serveur, en amont de tout le reste. Eh bien, c'est exactement ce qu'ont essayé de mettre en place la plupart des meta-frameworks qui proposent du SSR en React. Par exemple, pour Next.js, c'est ce que va faire getServerSideProps. Pour citer quelques inconvénients, rien n'est standardisé, chaque meta-framework y va de sa solution, et pour Next.js, getServerSideProps ne peut être utilisé que dans un fichier de page. Et ça c'est vachement limitant, prenons cet exemple. Ici, le composant en rouge est celui qui a besoin des données serveurs. Alors on va devoir fetcher les données depuis le premier composant de notre arbre, et d'une manière ou d'une autre, les faire passer jusqu'à notre composant, en général via les props ou un store. Mais maintenant, que se passerait-il si on avait une seconde page, et qu'on voudrait déplacer notre composant rouge sur celle-ci? Eh bien ça nous forcerait à modifier des composants par an pour y inclure le fetching des données et le renvoi vers le composant rouge. Pas très modulaire tout ça. Et c'est ici qu'interviennent finalement les React Server Components.
Alors déjà, qu'est-ce que c'est? Les React Server Components sont des composants spéciaux, puisqu'ils vont être rendered qu'une seule fois en amont des autres composants, dans un espace isolé des composants dits normaux, et le rendering va générer l'interface, et seul celui-ci sera envoyé au client. Pour imaginer ce changement de paradigme, avant on avait les composants qui étaient rendered sur le côté serveur via le SSR, et aussi rendered/hydraté sur le client. Et maintenant, on a en plus les server components isolés sur le serveur. Tu remarqueras que les noms sont pas forcément les mieux choisis. Les anciens composants ont été renommés client et pourtant ils tournent aussi sur le serveur. Aussi, quand on parle de côté serveur ou environnement serveur, il n'y a pas vraiment besoin d'un serveur non plus, on devrait dire hors du client. Ce genre d'approximation, c'est un peu une récurrente dans ce milieu. Mais revenons-en en nos deux problématiques. Maintenant que l'équipe React a défini les directives du fonctionnement des server components, on peut effectivement rayer la première. Et quant au problème de modularité, il a aussi été réglé en permettant le fetch des données directement au niveau du composant. Mais ce n'est pas tout. Puisque les server components sont statiques, ils ne sont même pas inclus dans le bundle JavaScript, ce qui va permettre de l'alléger et de réduire son temps de téléchargement. Ah, ce paradigme est vraiment efficace. J'ai quelques autres avantages en tête, mais comme ils sont plus pratiques et que je souhaite rester ici sur de la théorie, je vais m'en tenir là pour l'instant. Maintenant, en bonus, si tu peux, si la donnée par laquelle tu dépends n'est pas trop changeante, vois si tu peux faire l'étape de query de base de données et de rendering avant même que le client fasse la première requête. Ça permet à ton serveur d'avoir directement ton fichier HTML prêt à être renvoyé. Et là, je te garantis que ton site chargera rapidement. Maintenant, si tu veux optimiser plus que ça, je te conseille de regarder ailleurs. Avoir des assets légers, utiliser un cache, un CDN, ce genre de trucs quoi. Bref, quand on regarde en arrière, on en a fait du chemin, mais comme j'ai pu te le montrer, pour moi, on va dans la bonne direction. Bien sûr, aucune solution n'est parfaite. Et ici, le prix à payer, c'est une complexité toujours plus accrue, ou à défaut, avec laquelle se familiariser. On ressent aussi l'influence de Next.js sur l'évolution de React, ce qui donne énormément de pouvoir à Vercel. D'un côté, c'est pas très rassurant, parce que le but d'une entreprise, c'est de faire du chiffre. Mais de l'autre côté, force est de constater qu'ils sont quand même assez pertinents dans leur solution, et qu'ils lead quand même un peu l'écosystème du front-end, même au-delà du React. Donc aussi polarisant qu'il soit, je ne cracherai pas dans la soupe. Un grand merci à Josh W. Como, dont le travail a inspiré certains de mes graphiques ainsi que la trame de la vidéo, lien de son article en description. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire ou via un like. Pour la suite, je compte faire d'autres vidéos dans le genre, donc si tu es un développeur React, Next.js ou plus généralement front-end, n'hésite pas à t'abonner, je pense sincèrement que ça pourrait t'intéresser. Aussi, je suis sur LinkedIn et depuis très récemment Twitter. Ils sont en description, donc n'hésite pas à me rejoindre là-bas. C'est tout pour moi et sur ce, salut!